vous avez raison, et votre témoignage et la manière dont vous décrivez cette diplomatie de régate, un coup à tribord, un coup à bâbord, est particulièrement néfaste pour la stabilité de notre relation. Pour rappeler que le royaume chérifien est le plus vieux royaume au monde, avec son établissement en 788, que l'historicité spirituelle, culturelle, civilisationnelle du Maroc est attestée par l'immensité de son développement dans toute l'Afrique de l'Ouest, de la Tidjana de Fès, qui a littéralement, culturellement et spirituellement formé un islam de tolérance. D'une certaine manière, les relations entre les États ne sont finalement que la dernière partie d'une très longue histoire. Alors vous avez raison de rappeler, Claude, et vous-même, cher Alain, que la France est un peu en retard sur la reconnaissance de la marocanité de ce Sahara. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a tardivement, mais il l'a quand même fait, et il faut s'en réjouir, adressé une lettre au roi Mohamed VI à l'occasion du 25e anniversaire, les noces d'argent de son accession sur le trône en 1999, en reconnaissant le fait que désormais la France prenait conscience qu'il fallait, je cite, faire un pas supplémentaire, aller de l'avant. Il ne parle pas de la marocanité du Sahara, contrairement à d'autres pays européens. Donc, à partir de ce principe-là, la France est arrivée bien plus tard que beaucoup de ses partenaires européens. On est dans une situation où le paradigme a changé. Il y a désormais plus d'États qui reconnaissent la marocanité du Sahara qu'il y en avait qui ne la reconnaissaient pas. On est à 100, certains disent 104. Sur le continent africain, là aussi, on est largement au-delà de ce qu'était une réalité durant les 20 ou 30 dernières années, dans une logique post-coloniale, faut-il le rappeler, puisque maintenant on a quasiment 70-75% des États africains qui se positionnent en reconnaissant, même si, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, les dernières résolutions onusiennes voient finalement 2 pays, enfin 3, en l'occurrence la Russie, la dernière fois, l'année dernière, le Mozambique, et l'année précédente, le Kenya, influencé par un autre pays qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ou en tout cas qui n'était pas membre temporaire du Conseil de sécurité, influencé des pays africains pour mettre leur abstention ou leur veto. Mais néanmoins, on est dans une logique où désormais, au niveau du continent africain, il y a plus d'États qui reconnaissent le fait que le Maroc propose un modèle de développement inclusif et qui bénéficie aux populations, parce que c'est ça dont il est question. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, la France n'a fait qu'une partie du chemin, en appelant à ce que désormais le dialogue politique vienne se reconstruise, corroborer l'idée qu'il faille construire, reconstruire, et accessoirement qu'il fasse dialoguer avec toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes sont marocaines, elles sont locales, sahraouis, mais elles sont aussi avoisinantes. Et c'est là où il y a un problème. La Mauritanie et l'Algérie ont un peu de mal à reconnaître cet état de fait, même si la plupart des pays européens, l'Allemagne, l'Espagne avait précédé de manière tonitruante, il y a de cela 2 ans, avec Pedro Sanchez, qui lui-même avait reconnu, et est allé plus loin, puisqu'il lui avait reconnu, au nom de l'Espagne, la marocanité du Sahara. Ça a d'ailleurs permis, tout de suite après, alors là, comme il faisait ça à un moment important et de manière très forte, il y a eu les relations entre le Maroc et l'Espagne ont pris un coup de fouet formidable après la déclaration de Sanchez. À nos dépens, puisque le Maroc est devenu le premier client et le premier partenaire économique devant la France. Nous avons été donc relégués. Et le fait que Pedro Sanchez... Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une possibilité qui a été reprise à la volée par le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est la proposition du roi du Maroc qui dit on va construire une voie ferrée, des routes, enfin bref, on va vous permettre de désenclaver tous ces pays du Sahel qui sont complètement enfermés jusqu'à maintenant et qui n'avaient d'ouverture que vers le sud, vers le golfe de Guinée ou en remontant le Sahara vers l'Algérie. Et là maintenant on leur dit voilà, c'est simple, vous allez aller à l'ouest par ces moyens de transport et vous aurez un port en eau profonde à Darla qui sera mis à votre disposition. Donc on va transformer Darla avec un port en eau profonde ouvert sur toute la partie sahélienne. Ça révolutionne tout le centre de la partie sahélienne de l'Afrique. C'est vrai. Tous sont très intéressés et disent oui, on va le faire et bravo le Maroc. Donc il y a ça occasionne un bouleversement politique et économique de toute la région, comme tu le faisais. Et en même temps, ça conforte la projection de puissance
est le nouveau modèle du développement du Maroc. Et puis ça corrobore une stratégie halieutique, maritime, ça que le Maroc est en train de mettre en synergie. 400 000 km² sur les 1,2 million de km² que constitue la zone économique exclusive du Maroc, du nord jusqu'au sud. Et que l'idée selon laquelle l'Union européenne doit contextuellement négocier un accord de pêche et un accord agricole avec le Maroc en incluant les richesses du sud. Car derrière tout cela, il y a aussi pour nous des éléments qui sont déterminants pour notre indépendance énergétique. Nous aurons besoin du gaz qui provient du golfe de Guinée. Pour l'instant, c'est 4% de ce que l'Europe consomme. Mais demain, face aux moindres dépendances, le gaz et le pétrole de schiste américain, le gaz et le pétrole que nous ne pouvons plus, que nous ne voulons plus et que nous n'aurons plus à l'Est. C'est quand même une question déterminante. Ah oui, absolument. Car le gazoduc qui va de Lagos à Tanger va désenclaver énergétiquement tout les pays du Sahel, mais va aussi continuer vers l'Espagne. Et donc, de facto, va être interconnecté avec l'Europe. Et puis le dernier point, c'est le tourisme. Le PIB marocain dépend pour 15% du tourisme. Il y a là un champ absolument considérable, pour l'instant inexploité, d'activité touristique, qui correspond en plus parfaitement à l'idée d'un tourisme endogène, maîtrisé, durable. Quand on va à Dakhla, nous sommes nombreux à y être allés, on ne peut qu'être étonné par le fait que ce n'est pas un tourisme de masse. C'est un tourisme maîtrisé. C'est un tourisme qui bénéficie aux populations. Et donc, de facto, le Maroc est en train finalement de créer une sorte de Californie africaine, une sorte de zone franche, zone économiquement attractive pour les Marocains, attractive pour les Africains, attractive pour les Européens, mais attractive pour le monde entier. C'est très intéressant de voir ce pays, de voir son évolution, parce que quand il y avait Sa Majesté Hassan II, il a structuré le pays, il a fait beaucoup de choses, mais quand son fils a pris le pouvoir, tout le monde se demandait ce qu'allait faire le fils, et en définitive, le fils a été visionnaire, parce que durant son roi, en 25 ans, il a transformé le pays. Le roi, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis une équipe de jeunes cadres brillants qu'il connaissait bien, et on va dire que ça a fonctionné. Le Maroc a échappé au tourment du printemps arabe, car il avait anticipé l'exclusion sociale en réformant la Constitution et en faisant une Constitution beaucoup plus inclusive, en associant davantage la jeunesse dans le processus décisionnel, en développant de manière considérable l'éducation. La preuve en est, le plus grand nombre d'étudiants étrangers en France sont des Marocains. Depuis plus de 10 ans, on dit le Maroc est le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle dimension au Maroc, où il y a une véritable autonomie nouvelle, peut-être économique, géopolitique, où finalement, c'est l'Europe qui cherche à s'adosser au Maroc pour parler à l'Afrique. Alors qu'avant, on sentait que ce trait d'union était tenu, en tout cas, par l'Europe. Là, on a le sentiment, d'après ce que j'entends, que le Maroc a une véritable puissance retrouvée, d'autonomie, et effectivement, quand on a un roi qui a une véritable vision, et depuis 25 ans on n'en change pas, c'est toute la différence avec le roi, c'est comme pour aller dans ce sens-là, le roi s'est investi d'abord en voyageant énormément en Afrique pour promouvoir son idée. Et puis alors sur le plan économique, puisqu'on parlait de plan économique, il est certain que le retrait des banques françaises, il faut le dire, le retrait des banques françaises d'Afrique francophone a provoqué, parce qu'évidemment ils en sont en tiré parti, l'arrivée des banques marocaines. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, du Nigeria jusqu'au Sénégal, les banques marocaines sont devenues les grands prêteurs et les grands opérateurs, il faut dire la vérité. Alors c'est d'ailleurs ce que les Marocains nous reprochent, c'est de ne pas avoir pris en compte le fait qu'ils n'étaient plus adolescents. Voilà, exactement. Que depuis la fin du protectorat en 1956, ils avaient mûri, ils étaient devenus adultes. Et je crois que cette symbolique est assez forte. Le roi, comme l'actuel Premier ministre, Aziz Aknouch, ne comprenait pas le fait que la France ne reconnaisse pas comme d'autres la capacité de considérer le Maroc comme une puissance africaine. D'ailleurs, c'est assez dommageable pour nous et assez terrible de constater que les États-Unis seront les premiers à proposer un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Là aussi, on est arrivé après la bataille. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nos amis africains
Oui. qui appartenaient à l'Afrique occidentale française et à l'Afrique équatoriale française, nous demandaient de soutenir Il y a cette, Trump qui est